Moi, j'ai ma montre aussi. J'ai tout mis sur le mode avion, comme ça, je suis sûre. Ah, pas moi. Que ça va pas sonner. J'ai chaud. Bah oui, attends. C'est chaud, ça. Et puis là, c'est tous les défauts, quoi. C'est la proximité, qui mérite d'expression et tout. Mais putain. Et en plus, on est filmé. Ah, on ferme la porte. Allez, on va dire que c'est le signal du départ. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cet échange autour du papier et de la politique RSE. Donc, moi, je suis Cyril Ergotte de Riposte Verte, avec Carole Ashford et Julie Argant d'International Paper. On souhaitait avoir ce débat avec vous, un échange. Alors je sais qu'il y a une appli pour poser des questions. A priori, ça n'a pas l'air d'être super au point. Donc on est en petit comité. N'hésitez pas, quand vous avez des questions, à lever la main. On va faire comme ça malheureusement, et puis à la poser. On a vraiment voulu essayer, nous, de rythmer ce débat pour que vous puissiez intervenir à n'importe quel moment. Je vais faire des introductions. Ensuite, Carole et Julie vont reprendre la main et vous allez voir, on va se repasser un petit peu la parole comme ça régulièrement. Donc le but, c'est vraiment quand vous avez une question ou une remarque que vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas et on vous donnera la parole avec grand plaisir. Donc, on voulait parler de papier en ces temps de dématérialisation à outrance, rappeler les avantages, les bénéfices du papier et le lien avec la politique RSE, parce qu'on voit beaucoup de dématérialisation dans les politiques RSE des entreprises, mais on tient quand même à rappeler que c'est un support physique, concret qu'on peut avoir dans les mains, qui est très important, et encore une fois, qui a beaucoup de bénéfices. Donc on a rythmé cet échange en 3 parties. Un petit rappel sur les enjeux, parce que j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui sont très très au courant, et puis d'autres beaucoup moins. Donc on va balayer les enjeux, en tout cas les enjeux principaux. Ensuite, le but, c'est aussi d'apporter des solutions concrètes à ces enjeux, et puis enfin de lister les bénéfices sociétaux qui ressortent d'une politique RSE. Jusque-là, ça va, rien à dire? Cool. Ce sera un petit peu tôt. Rapidement, pour vous présenter Riposte Verte, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui nous connaissent et d'autres non. Nous sommes une coopérative, on existe depuis 2006. On a 3 missions principales. On travaille dans un environnement qui est les environnements tertiaires uniquement. La spécificité de Riposte Verte, c'est qu'on va faire de l'accompagnement des entreprises et on va traiter des sujets au bureau. Donc on a un rôle d'étude. En fait, on a créé Riposte Verte parce qu'on avait réalisé qu'il y avait un manque d'informations sur les politiques RSE qui étaient menées au bureau, principalement environnementales. Donc on a tout un tas d'études que l'on fait régulièrement, et on en a notamment une sur le papier qui s'appelle le baromètre PAP 50, que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui est en fait l'étude de la politique papier des 50 plus grandes entreprises en France que l'on renouvelle tous les ans, et on a des secteurs d'activité ou des types d'entreprises qui sont interrogés. Cette année, on est sur notre 9e édition, on avait commencé en 2010 avec le WWF, et l'édition 2020 traite des banques et des assurances, donc des 50 plus grandes banques et assurances, en partenariat d'ailleurs avec Forest Service, International Paper notamment. Donc ça va, on va avoir les résultats le mois prochain. Ensuite, on a un rôle de conseil qui est un petit peu plus classique, de cabinet d'études que vous pouvez voir d'ailleurs présent ici sur le salon, où on va accompagner la définition et la mise en œuvre des politiques RSE. Et enfin, on développe des outils gratuits. Pour nous, le développement durable, c'est vraiment des enjeux de solidarité. Donc on a tout un tas d'outils gratuits sur le site, et notamment sur le papier. Alors on a des affiches, on a les guides, on a le guide du papier responsable, etc. Mais on a surtout, si j'ai pas le temps d'en parler à la fin parce qu'on est pris par le temps, un autodiagnostic papier qui peut peut-être intéresser certaines organisations qui sont présentes, qui est en fait un dérivé du référentiel qu'on utilise pour le baromètre PAP 50, qu'on a mis en ligne, on a un petit peu simplifié. Donc c'est l'autodiagnostic papier, vous le retrouvez sur le site de Riposte Verte. On travaille ici, vous avez quelques clients, je ne vais pas m'appesantir. Sur le papier, on a travaillé avec le Crédit Agricole, Groupama, la RATP, AXA, et puis Pôle emploi aussi, voilà, sur leur politique papier notamment. Le FSC, on a été membre du FSC pendant une dizaine d'années, et le WWF en fait et PAPREC ont été
des sponsors du baromètre PAP 50 pendant des années. Voilà, donc je n'insiste pas plus là-dessus, je passe la main tout de suite. Alors à nous, bonjour à tous. Donc Julie et moi-même représentons l'entreprise International Paper. Donc on est un groupe international. Notre cœur de métier, c'est de transformer des ressources renouvelables en produits recyclables de la vie quotidienne, à savoir de la pâte pour l'hygiène, du papier et de l'emballage. Nous, aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur la partie papier, puisqu'on va faire en fait un zoom sur notre usine qui est située dans le Limousin, à Saillat-sur-Vienne, et qui fabrique donc du papier. C'est la seule usine intégrée de France, donc c'est la seule usine en France qui fabrique de la pâte à papier et donc du papier ensuite pour le transformer en ramettes, en bobines ou en format. On fait toutes les qualités de papier, que ce soit du papier blanc de la couleur. On a toute une palette de produits que je vous présenterai un petit peu plus tard. Voilà notre activité. Et c'est une usine que vous pouvez visiter en groupe. Vous pouvez entrer en relation avec Carole ou Julie pour ça. Et franchement, ça vaut le coup. Il faut prendre le train un petit peu tôt le matin si vous partez de Paris. Mais vous êtes bien reçus et vous faites une super balade, vous apprenez plein de choses. Moi, je vous encourage à le faire. Pour revenir sur le programme, donc les enjeux du papier, juste pour rappel, le papier et le carton, c'est la deuxième matière la plus échangée dans le monde, après les métaux. C'est 10 tonnes par seconde à peu près. Et on a une hausse constante de la demande en fibres. Alors on a une baisse de la demande de papier graphique, mais par contre, les papiers de carton et d'emballage, eux, augmentent. Et donc, sur le total, on a une hausse de la demande depuis de très nombreuses années. Comment est-ce que nous, Riposte Verte, on est venu sur le papier? Donc, je vous ai dit, on travaille, nous, sur la prise de conscience et le passage à l'action des entreprises et des organisations publiques dans les bureaux. Et tout simplement, le papier, c'est le symbole du travail de bureau. Alors, avec l'ordinateur maintenant, mais historiquement, c'est quand même le papier. Donc, assez rapidement, en fait, on a été attiré vers ces sujets-là. Et donc, on a commencé à lancer la première enquête sur les consommations de papier, le recyclage du papier ou les achats de papier en 2008. La première que l'on ait faite, c'était à cette époque-là. Donc, c'est une relation qui est assez ancienne. Tout ça pour dire aussi que c'est un sujet qu'on maîtrise, que je maîtrise. Par contre, ce n'est pas le seul sujet que l'on traite chez Riposte Verte, donc je ne suis pas spécialiste de tout. Vous allez y avoir des questions, on va essayer d'y répondre. Il est possible que je n'ai pas réponse à toutes les questions. Je vous préviens par avance, et dans ces cas-là, s'il y a la réponse dans la salle, on donnera la parole à quelqu'un d'autre. À l'origine aussi, il y a la déforestation. La FAO déclare que 40 à 50% des volumes de coupe de bois dans le monde servent à l'industrie papetière et peuvent potentiellement nourrir la déforestation. Si vous achetez du papier et que vous n'avez pas de garantie d'origine de la fibre et de processus de fabrication, potentiellement, le papier que vous allez acheter peut provenir de sources de déforestation. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une dégradation des écosystèmes. Il faut lutter aussi contre la conversion des forêts naturelles en plantations. Et l'idée derrière, bien évidemment, est d'essayer de lutter contre la perte et la destruction de la biodiversité. Et donc justement par rapport à ce point-là, donc le thème clé, c'est une traçabilité. Le fait qu'on soit intégré, donc on produit notre pâte à papier et le papier, ça veut dire qu'on est maître de notre approvisionnement et notamment en bois. Le bois que nous, on va utiliser, il vient à 100% de France. Donc on s'approvisionne à peu près à 130 km aux alentours de l'usine. Donc ça, c'est un point très important, on va dire premièrement pour les emplois, parce que c'est une filière qui est très génératrice d'emplois. Mais pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est important pour 2 points. Donc déjà, quand on achète du bois en France, ou en tout cas du papier qui vient de bois français, pour le consommateur, c'est une garantie qu'il ne contribue pas à la déforestation. Pour une raison toute simple, c'est qu'en France, la forêt est en croissance. En 50 ans, la surface forestière en France a doublé. Et tous les ans, cette forêt est en croissance. Toutes les industries qui gravitent autour du bois, donc l'utilisation de bois, les papetiers, mais aussi bien sûr les producteurs de meubles, n'utilisent que la moitié de cet accroissement. Donc on ne touche pas finalement au capital de la forêt. Ensuite, le deuxième point que tu as mentionné, Cyril, donc c'est la préservation de la biodiversité. Donc, contrairement à d'autres producteurs de papier, nous n'avons pas de plantation,
Nous ne sommes pas non plus propriétaires forestiers. On va utiliser les essences qui sont naturellement présentes aux alentours de l'usine. Donc pour nous, en termes de production, ça représente un challenge parce que ça veut dire qu'on a énormément d'essences à traiter, mais au moins ce sont des essences qui sont naturellement présentes et qui protègent, et qui sont alignées avec notre objectif de protection de la biodiversité. Donc comme je vous le disais, on n'a pas de forêts qui nous appartiennent. Par contre, on a une équipe d'une centaine de personnes qui travaillent au jour le jour avec les forestiers pour les accompagner dans leur effort de certification et de gestion forestière. Et on s'est encore plus engagé sur cette voie-là parce qu'il y a à peu près 2 ans, on a créé une nouvelle filiale qui s'appelle IP Forêt Services et dont le rôle est principalement de proposer des services environnementaux ou écosystémiques. Donc, si vous êtes un petit peu plus intéressé sur ce sujet-là, il y a une conférence qui aura lieu à la même heure demain dans la même salle par rapport donc à la biodiversité qui a pour titre « Comment s'engager pour préserver la biodiversité en France ». Voilà. Ouais. Ok, très bien. Le partenariat avec le VVF, c'est quoi? Il y a une question? Oui. Ah, pardon. Oui, moi j'avais une question sur, du coup, c'est du papier recyclé. Enfin, vous avez parlé de... Alors, justement, non. Alors, vous faites bien, merci pour cette question. Donc, effectivement, comme le disait Carole, donc nous, on a vraiment 2 cœurs de métier, donc le papier et le packaging, en sachant que la pâte à papier, c'est considéré dans notre activité papier. Donc, sur le papier, on ne produit pas de papier recyclé, parce que pour faire le papier recyclé en ramette, donc on n'utilise vraiment qu'une petite partie du papier qui peut être recyclé. Il y a beaucoup aussi d'activités de désancrage. Donc nous, en tout cas, c'est notre philosophie. On va bien sûr recycler du papier, mais dans notre partie packaging. Parce que là, on peut utiliser vraiment un nombre de papiers, enfin vraiment maximum, et c'est beaucoup plus efficace parce qu'en termes de traitement, il n'y a pas de désancrage, par exemple. Donc nous, la solution qu'on va proposer en termes de papier, c'est du papier à base de fibres vierges, mais qui est une solution au moins aussi bonne en termes environnementaux que le papier recyclé. Donc après, quand on va parler un petit peu plus tard de l'énergie, de l'empreinte carbone, on pourra revenir également sur ce point si vous le désirez. Excusez-moi, comme j'ai de la lumière, je n'ai pas effectivement soulevé les yeux tout de suite. Moi, je voulais juste savoir quel était le partenariat avec le VVF, à titre perso. Ah, super question. Savoir ce que vous faites avec eux. Donc avec WWF, on a effectivement un partenariat depuis quelques années maintenant. Et donc on a mis en place, comment on peut dire ça, un référentiel pour les forêts. Et donc on travaille avec eux sur des schémas pour mettre en place des services de protection de la biodiversité. Donc nous, les services qu'on va proposer sur les services environnementaux et notamment de protection de la biodiversité, ce sont des services, des schémas qui sont élaborés en collaboration avec WWF. Donc là, je regarde mon collègue d'IP Forêt Service pour savoir si je ne dis pas trop d'énormité, on va dire, mais est-ce que ça répond à ta question, Cyril? Oui, ok. Super. Ça marche. On a aussi développé des outils d'identification des espèces et des habitats dans les forêts, parce que comme... on n'est pas tous des experts forestiers. Les parcelles en France sont assez morcelées. Il y a pas mal de petits propriétaires qui sont des particuliers. Donc, on les accompagne dans la gestion durable de leur forêt. On les aide à obtenir des certifications FSC, PEFC. Et avec le WWF, on a aussi développé des outils d'identification des habitats et des espèces qu'on peut retrouver dans les forêts françaises et qui sont, je crois, disponibles sur Internet. Ça sera public et gratuit. Voilà. Ok. Super, merci beaucoup. Pour continuer, donc, l'idée, c'est de rappeler, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez encore jamais visité d'usine de fabrication, que la fabrication du papier, effectivement, a de nombreux impacts environnementaux. Selon le VVF, d'ailleurs, le WWF, pardon, l'industrie papetière, c'est la 5e industrie la plus consommatrice d'énergie au monde. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de bois et beaucoup d'énergie qui sont nécessaires pour fabriquer du papier. Il y a aussi beaucoup d'eau, des produits chimiques qui sont ajoutés pour la fabrication du papier et des émissions de CO2 qui sont aussi induites par cette fabrication du papier. Donc c'est des impacts qui sont importants. Il y a des études qui existent dessus. J'ai en tête, moi, une étude
allemande où la consommation d'eau pour une ramette de papier, c'était 130 litres. C'est une étude qui avait été faite pour Steinbess, un autre fabricant de papier, et 2,5 kg de CO2 émis pour une ramette aussi de papier. Donc une ramette de papier, c'est 2,5 kg de mémoire. Donc c'est des enjeux qui sont assez importants, très importants. Donc effectivement, donc sur ces enjeux-là, donc sont donc l'énergie, donc surtout liée à l'empreinte carbone et aussi l'utilisation des ressources naturelles. Donc le premier point, c'est que par exemple à l'usine de Saillat, on est à 85% autonome, autosuffisant en énergie. Donc ça veut dire que c'est 85% de notre consommation énergétique qui est de la biomasse ou de l'énergie verte. Donc avec pas d'empreinte carbone. Donc on entend parler beaucoup de biomasse, de chaudière biomasse en ce moment. Donc il faut savoir que nous, dans notre process, c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire, c'est vraiment les résidus de notre production qui sont ensuite utilisés dans nos chaudières biomasse. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on achète comme du bois et qu'on met dans une chaudière. Donc il y a bien sûr principalement les écorces qui sont des résidus de notre production de pâte à papier qu'on va utiliser dans cette chaudière biomasse. Donc rien qu'avec ce point-là, donc notre bilan carbone, il est bien supérieur à la moyenne européenne des usines qui produisent du papier, parce qu'on est à 85%, alors que la moyenne européenne, c'est 50% de ce même type d'industrie. Après, donc, on a parlé effectivement des ressources naturelles, donc, qui est un point important. Donc on a beaucoup abordé le bois. Maintenant, les autres ressources pour fabriquer du papier, ça va être bien évidemment l'eau et des produits chimiques pour la pâte. Donc il faut savoir que nous, on va vraiment réutiliser en boucle ces produits. Donc les produits chimiques à plus de 90% sont réutilisés dans la boucle de fabrication. Donc il n'y a pas beaucoup d'injection de nouveaux produits. Et concernant l'eau, effectivement, dans les nouveaux référentiels de consommation d'eau, on va parler plutôt de consommation nette plutôt que de consommation totale. C'est-à-dire qu'on a la Vienne qui passe juste à côté de l'usine. Donc c'est là où on se fournit en eau. Et on va redonner à la Vienne, après décantation, 92% de l'eau utilisée. Donc la consommation nette finalement d'une ramette va être beaucoup moins importante que les 130 litres que tu mentionnais. À savoir que les 8% restants, donc il y en a à peu près 5% qui restent dans la ramette parce qu'il y a un taux d'humidité entre 4,5 et 5,5%. Et le reste, c'est de la vapeur d'eau qui est ensuite restituée avec de la pluie principalement. Et un point important, c'est qu'on prend l'eau, on redonne l'eau là où on la prend. Et ça, c'est aussi un point très important par rapport à la gestion de l'eau. Et aussi, toujours dans cette optique d'économie circulaire, on va également valoriser ce qui, pour nous, représente des déchets ultimes, donc des cendres qu'on ne peut même plus utiliser dans notre chaudière biomasse. Et ces cendres-là, on a un partenariat avec quasiment 90 exploitants agricoles autour de l'usine pour qu'ils les utilisent en tant qu'engrais naturel. Donc tout ça, c'est organisé avec une association qui s'appelle Cendrécor. Et cette association a eu un prix au Salon de l'Agriculture 2015. Donc c'est quelque chose évidemment de très encadré. Donc ça, c'est des exemples d'actions qu'on peut mener. Et après, vraiment le résultat concret, donc pour en revenir à notre discussion sur le papier recyclé, c'est que la ramette de papier qu'on va proposer de cette usine en France a l'impact carbone le plus faible du marché parmi toutes les sortes de ramettes, incluant la ramette recyclée. Voilà. Donc aussi, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je parle, mais si vous avez des questions, des commentaires... Oui. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, alors c'est vrai qu'on a pris le pli de parler beaucoup de ramettes parce qu'on est principalement un producteur de ramettes, mais on s'est beaucoup développé ces 10 dernières années sur d'autres formats, donc les bobines et les formats d'impression. Donc après, on fabrique du papier non couché, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas fabriquer par exemple du papier magazine, mais on va fabriquer du papier pour du préprint, voilà, tout ce qui sert au marketing direct aussi par exemple. Et bien sûr, c'est du papier qui sort de la même usine et on a exactement les mêmes caractéristiques.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, là, quand vous parlez de moins 64% par rapport aux standards sur... c'est quoi, c'est pas les standards, c'est quoi? C'est le facteur d'émission du papier de l'ADEME Oui, tout à fait. Ce sont des chiffres de l'ADEME. Oui, voilà. Ce sont des chiffres communiqués par l'ADEME. Donc, ce sont des chiffres officiels d'un impact carbone d'une ramette vendue en France. Donc, ce n'est pas forcément une ramette qui est produite en France, c'est une ramette vendue en France, effectivement. Pour vous donner peut-être un petit peu de chiffres, pour mettre un petit peu les éléments que Julie a mis en perspective, l'impact carbone d'une ramette en France, tout papier confondu, c'est 2,29 kg. Une ramette recyclée, 1,3 kg. Et une ramette raie, 824 grammes. Voilà. Oui, excusez-moi. Est-ce que cette usine en France, qui semble assez modèle et pilote, est un exemple pour les autres usines du groupe International Paper et dans quel horizon peut se faire la transformation de ces Alors effectivement, dans notre groupe, on a d'autres usines dans le monde, à savoir qu'on a ce principe d'économie circulaire et d'approvisionnement en bois local dans toutes nos usines. Donc ça, ce sont des directives et un changement de cap qui a été pris, en tout cas pour certaines usines, il y a déjà 10 ou 15 ans. Et on a vraiment ce même modèle pour toutes les usines. Après, c'est vrai que l'usine de Saillat a des performances environnementales particulièrement bonnes, aussi par rapport au contexte européen et français. En Europe, en France, comme vous le savez, on a des lois environnementales qui sont plus strictes que dans certains pays. Et c'est vrai que l'usine de Saillat est un peu le vaisseau amiral du groupe, mais les autres usines, en fait, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, excusez-moi ce mauvais jeu de mots, mais les autres usines sont vraiment dans la même mouvance, oui. On n'a pas d'usine poubelle, en gros, dans le groupe. Ça répond à votre question? Oui. Donc alors après, juste un point, parce que tu l'avais mentionné en introduction par rapport à la dématérialisation. Donc on ne va pas s'apesantir là-dessus parce qu'on n'est pas du tout des spécialistes, mais il faut vraiment tenir à l'esprit que même la dématérialisation a un impact sur l'empreinte carbone. Donc actuellement, c'est de 4% au niveau mondial, en sachant que ce chiffre, en tout cas les experts ou les simulations prévoient un doublement de ces 4% d'ici à 2025. Et en comparaison, l'industrie papetière dans le monde, c'est en dessous de 1%. Donc c'est important d'avoir ces chiffres-là en tête, en sachant que l'idée, ce n'est pas de s'opposer à la dématérialisation, parce que c'est quelque chose de pratique, mais c'est vraiment de dire que c'est pratique, mais ce n'est pas forcément plus écologique ou plus respectueux de l'environnement. Après, je ne sais pas si... Vous avez des questions ou commentaires? Oui, allez-y. Je me demandais dans la fabrication, est-ce que, du coup, si on dit effectivement, est-ce qu'il vaut mieux du papier ou du numérique, enfin, le débat est compliqué, mais est-ce que parmi le papier, dans une même entreprise, il y a des vraies différences en termes d'impact environnemental qu'on utilise du papier simple ou du papier magazine ou du papier, enfin, tel type d'encre, tel type de... J'ai l'impression qu'il y a toute une palette de choses et qu'il y a plein d'actions qu'on pourrait avoir là-dedans. Je ne sais pas s'il y a des données qui existent ou comment on peut... Alors, tu veux répondre? Non. Non. Mais non, c'était... Non, en fait, chaque entreprise, chaque organisation va être un cas particulier parce que l'utilisation qu'elle va faire de son papier va en faire un cas unique. Et c'est pour ça, alors j'y viendrai plus tard dans la présentation, mais c'est un peu l'autodiagnostic dont je parlais au début, en fait. C'est-à-dire qu'on va parler des consommations de papier de bureau, on va parler des consommations de ce que nous, on appelle les DIPE, les documents institutionnels, promotionnels et éditiques. Il y a des entreprises qui vont faire que du papier de bureau. Il y a des entreprises qui vont faire beaucoup de courriers de gestion, les banques, les assurances, par exemple, ou beaucoup de courriers publicitaires ou de magazines d'entreprise. Et puis, il y a encore une troisième catégorie qu'on appelle les produits papier mis sur le marché. Une entreprise qui va produire, avoir une activité de production avec du papier ou éventuellement du carton. Et donc, il va y avoir des actions à mettre en œuvre sur ces trois types de sources de papier. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus tard.
ou quelles sont les bonnes pratiques. En fait, il y a des bonnes pratiques générales que l'on peut tous appliquer. Ça viendra dans la partie solution. Ça répond à la question? C'était ça un peu? D'accord. C'est bon? On y va? C'est bon pour vous? Donc on parle de papier, on parle de RSE, on a parlé d'impacts environnementaux, d'impacts sociaux maintenant. Il y a en France, selon une étude de EY, Ernst Young, qui vient de sortir, à peu près 300 000 personnes qui sont directement ou indirectement employées dans la filière du papier graphique, uniquement le papier graphique, donc le papier graphique, papier à copier, papier à mettre, papier de magazines, de journaux. Et donc ça a un impact social qui est assez important. Ça, si on parle du papier, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous reconnaissent sur cette photo mes amis de Cèdre. Vous avez là une entreprise de collecte du papier. Donc ça, j'y reviendrai aussi dans les solutions. J'encourage, moi, les entreprises à travailler avec un collecteur spécialisé parce que ça permet d'avoir un suivi, un reporting qui est beaucoup plus fin. Et donc, c'est vrai que nous, Riposte Verte, on accompagne Cèdre depuis une dizaine d'années, même plus, sur leur politique RSE. Et donc là, vous avez une entreprise adaptée, donc au moins 80% du personnel en situation de handicap, qui offre ses services pour venir collecter, pas uniquement le papier d'ailleurs, hein, tous les déchets de bureau, c'est le premier collecteur de déchets de bureau en France. Et donc tout ça pour dire qu'il y a de l'humain aussi derrière, alors bien évidemment dans les usines, dans les forêts, mais aussi bien évidemment dans la distribution, dans la fabrication, dans la collecte et dans le traitement des déchets. Et puis on n'oublie pas aussi sur les impacts sociaux les populations autochtones et les populations locales qui peuvent vivre alors en France et à l'étranger. Il faut aussi garder ce prisme de l'international. Et là aussi, des reconnaissances comme le PEFC ou le FSC vont vous assurer que des populations autochtones, des populations locales sont associées au développement de la forêt et éventuellement à son exploitation pour le papier ou le carton. Donc effectivement, dans l'ancrage local, il n'y a pas simplement la dimension usine, procédé de fabrication, traçabilité. Tous ces éléments, bien sûr, ont été couverts en amont, mais la dimension sociale et sociétale est très importante. International Paper, effectivement, est un groupe international avec des usines partout dans le monde, mais on a beaucoup à cœur d'être très ancré localement et non content d'être faiseur d'emploi, mais aussi de participer à des causes importantes sur le territoire. C'est la raison pour laquelle donc, notre usine du Limousin déjà représente 700 emplois directs. Donc International Paper à Saya, c'est 700 emplois avec aussi notre filiale pour la gestion des forêts. 4000 emplois indirects. Ça fait de nous le 3e employeur du Limousin. Alors maintenant, c'est Nouvelle-Aquitaine, mais on va dire pour le Limousin, on est le 3e employeur. Et il n'y a pas uniquement la dimension sociale, il y a aussi tout notre engagement sur le territoire français, avec notre partenariat avec le Téléthon pour la 2e année consécutive. Donc nous avons un produit partage, une ramette aux couleurs du Téléthon, dans laquelle une partie en fait, de ce que nous vendons est reversée au Téléthon pour la 2e année, et nous leur fournissons leurs urnes, donc un peu le nerf de la guerre pour le Téléthon, puisque c'est un peu la collecte de dons qui est importante. Nous leur fournissons leurs urnes qui viennent de notre usine de packaging en France. Donc vraiment très engagés d'un point de vue sociétal. Et cette année, donc on est un peu dans une année particulière, confinement, Covid, tout ça. On a vu beaucoup de solidarité au niveau des soignants, beaucoup d'actions mises en place par les entreprises pour soutenir les collectivités autour d'eux. Nous avons pris, on va dire, un parti un petit peu différent. Étant une activité essentielle, nous avons décidé d'aider les foyers. Donc pendant le confinement, nous avons mis en place une opération de don de papier pour permettre à tous les particuliers qui avaient besoin de feuilles pour sortir avec les attestations, pour la continuité pédagogique, pour le télétravail, de les aider en leur offrant du papier en plus de la continuité de notre activité à l'usine. Voilà. Ok. Pour continuer sur cette partie en jeu et pour terminer, le paradoxe du papier de bureau, pour nous, chez Riposte Verte, c'est, et là je vais vous citer uniquement des chiffres de l'ADEME, une surconsommation en fait, de papier. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
En moyenne, une personne qui travaille dans un bureau va consommer 55 kg de papier à copier, donc de ramettes, et 95 kg au total. Dans le même temps, il va y avoir une sous-consommation de papier éco-responsable, et notamment de papier recyclé, puisque moins de 15% des papiers ramettes qui sont utilisés en France sont de papier recyclé. Donc si vous voulez favoriser l'économie circulaire, il faut acheter du papier IP, mais vous pouvez aussi acheter du papier recyclé. Et enfin, le sous-recyclage des papiers de bureau. Les papiers de bureau qui sont la matière première la plus recherchée par les fabricants de papier recyclé, puisqu'elle est, elle est de bonne qualité et qu'elle est facile à désancrer. Et on a un chiffre de 20%. 20% des papiers de bureau en France sont recyclés, nous dit l'ADEME. Et pour nous qui travaillons depuis une vingtaine d'années sur le sujet, ce taux n'a pas changé. C'est-à-dire que vous avez énormément de solutions qui sont présentes pour pouvoir recycler le papier. Les collectivités font des efforts, les collecteurs spécialisés existent, mais on reste sur un sous-recyclage. Oui, pardon ? Merci. J'avais échangé avec un recycleur justement et il me disait que lui, il avait beaucoup de papier à recycler, mais en fait, on n'en avait plus l'usage en France. C'est-à-dire qu'en fait, il devait l'envoyer en Suède ou en Norvège pour l'utiliser, parce que nous, en France, on le recycle, c'est bien, parce qu'on importe beaucoup de papier, mais on n'a plus d'usines, suffisamment d'usines qui ont besoin de ce papier recyclé pour le réutiliser chez nous, donc on leur renvoie. Donc il y a un peu une aberration là-dessus, mais ça, est-ce que vous avez dans le projet il y a une usine de papier qui s'est fermée il n'y a pas longtemps à Bessy-sur-Loire notamment. Est-ce que vous avez comme projet d'avoir plusieurs usines en France? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'usines qui se ferment et pas d'usines qui s'ouvrent. Oui, tout à fait. Après, encore une fois, sur cette partie recyclée, donc nous, en termes de papier, alors c'est pas moi qui décide des investissements d'International Paper, mais il me semble pas que on aille dans la voie du papier recyclé, parce que le recyclage des papiers, des cartons, nous, on va l'utiliser vraiment dans notre partie packaging. Donc, comme tu le disais à juste titre, les papiers de bureau, ils sont favorisés pour ceux qui produisent de la ramette recyclée, parce que dans la ramette recyclée, on doit désancrer. Alors que quand on utilise de la base de papier recyclé, que ce soit du papier comme ça, du carton, du magazine, de n'importe quoi, quand on en fait du carton derrière, on a vraiment beaucoup moins, enfin on n'a même pas de désancrage à faire. Donc nous, on s'est vraiment plus dirigé sur cette voie-là pour avoir un recyclage plus efficace, plus efficient de la matière papier. Donc pour le moment, on n'a pas d'usine de recyclage de carton en France. On en a en Espagne, on en a au Maroc. Mais pour nous, en tout cas, c'est plus cette voie-là qu'il faudrait prendre aussi par rapport à l'explosion de la demande en packaging. Effectivement, comme vous le disiez, étant donné qu'on reçoit beaucoup de produits d'Asie notamment, on se retrouve sur le marché français mais européen avec beaucoup de choses à recycler qui ne viennent pas forcément de chez nous non plus, quoi. Donc c'est tout un process qui est un peu plus complexe que simplement rouvrir une usine de papier recyclé. Je ne sais pas si ça... Ouais. Qui ça? Non? Une remarque, une question? Pardon. Bah alors, on raconte n'importe quoi. Ok, les solutions. Alors, les solutions, c'est le résultat, si vous voulez, ce dont je vais vous parler là, de 15 ans d'études des politiques papier, des grandes et des petites entreprises. Ça marche que vous soyez une TPE, que vous soyez une PME, que vous soyez une ETI ou que vous soyez un grand groupe. Si vous voulez avoir une politique de papier responsable, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une. Il faut que dans un premier temps, vous ayez une gouvernance de votre démarche. Alors après, bien évidemment, la gouvernance va être adaptée à la taille de votre structure. Si vous êtes une TPE de 7 personnes, vous allez avoir une personne qui s'en occupe. Et puis si vous êtes un grand groupe, vous allez avoir une personne de la RSE, une personne des achats, une personne de la com, etc., etc. Mais il faut que vous ayez en fait une démarche qui soit pilotée par une personne qui soit décisionnaire dans l'organisation, qui puisse à un moment donné faire des choix et que ces choix soient appliqués. Ensuite, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous preniez en compte les 3 périmètres, c'est-à-dire les papiers de bureau, les documents institutionnels, promotionnels et éditiques, et les produits papier mis sur le marché si vous en avez. Et dans ces 3 périmètres, vous avez aussi
le périmètre des achats, donc il va falloir que vous travailliez sur l'achat du papier, que vous preniez un papier qui soit sourcé et où il y ait des efforts qui soient faits sur la fabrication, que vous ayez un périmètre sur la consommation, c'est-à-dire que les efforts que vous allez essayer de faire pour que vos collaborateurs fassent des éco-gestes, consomment un petit peu moins de papier. Moi, je suis pour une consommation de papier à partir du moment où elle est raisonnée et que c'est un papier éco-responsable et que derrière, il est recyclé. J'encourage tout le monde à consommer du papier, je ne suis pas contre le papier, mais il faut juste que la consommation soit juste. Donc il faut que votre démarche, en fait, elle concerne au moins 95% des personnes qui travaillent dans votre entreprise. Ça, on le voit beaucoup dans les grands groupes où on va faire des efforts sur le siège et puis un petit peu moins d'efforts sur les autres structures qui sont sur le territoire, voire à l'étranger. Donc ça, c'est très important. Et sur le recyclage, de la même façon, il faut que vous preniez en compte des politiques pour favoriser le recyclage des papiers de bureau, des documents institutionnels, promotionnels et éditiques, donc que vous apposiez des messages dessus, que vous communiquiez autour, et sur les produits papier que vous mettez sur le marché de la même façon. Ensuite, on vous encourage aussi à avoir une politique publique, c'est-à-dire à dire quels sont vos engagements, quels sont vos objectifs, pour que vous puissiez, d'une certaine façon, y être tenu dans le futur, que vous ne puissiez pas faire machine arrière. Le jour où le pilote s'en va et qu'il y a un nouveau pilote qui arrive, eh bien, il va au moins être tenu par la politique publique qui a été annoncée. Et enfin, que vous ayez un reporting. Donc, encore une fois, le reporting va être adapté à la taille de l'organisation. Mais c'est très important d'avoir une année de référence et ensuite de se fixer des objectifs, d'avoir des données chiffrées pour suivre un petit peu sa consommation, ses achats. Est-ce que j'achète 50% de papier éco-responsable, 60%, 70%, 80%? Comment est-ce que je vais progresser? Est-ce que je recycle suffisamment de papier, etc., etc. Ensuite, au niveau des achats, là encore, une fois, en fonction de la taille de votre entreprise, mais la formation des acheteurs me semble indispensable, surtout dans les grands groupes ou dans les entreprises qui consomment beaucoup de papier, pour que ce soit des sujets qu'ils puissent parfaitement maîtriser, qu'il y ait à l'intérieur des cahiers des charges des exigences qui soient intégrées, encore une fois, des exigences sur la fabrication et sur le sourcing des fibres, et puis qu'il y ait idéalement même de l'éco-conception des produits papier qui puissent être faits. Ça, c'est vraiment la démarche qui est la plus pertinente. Sur l'aspect de consommation du papier, donc comment est-ce qu'on va utiliser le papier au jour le jour, le parc d'impression est très important, à savoir favoriser un parc d'impression collectif. Donc on élimine les imprimantes individuelles. Déjà parce que ça va faire des déchets, qu'il y a beaucoup de ressources pour les fabriquer et qu'elles ne sont pas forcément utiles. Alors bien souvent, elles restent présentes parce qu'elles peuvent présenter ou justifier du statut de la personne qui la détient. Mais vous avez maintenant des copieurs, des mopieurs qui font très bien le boulot pour 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes ou plus. Donc avoir un parc collectif, avoir un système de badge ou de code individuel pour que lorsque vous lanciez une impression, vous alliez sur la machine pour qu'elle s'imprime. Donc c'est quelque chose que vous connaissez, mais en fait, avec badge ou sans badge, on a une différence à peu près de 30% de la consommation de papier. Les études nous montrent qu'on va beaucoup plus imprimer librement si c'est du poste et qu'on sait que ça part, mais ça va rester dans la machine. On a un tiers de consommation en moins, et un tiers, c'est pas neutre, hein, si on a ce système qui est mis en place. Et enfin, programmer par défaut le recto verso, le noir et blanc, l'impression économique, etc., etc. De l'animation interne sur ces enjeux de papier, mais comme sur tous les enjeux de RSE ou de développement durable, il faut communiquer, encore communiquer, répéter les messages. Donc se servir de la semaine du développement durable, se servir de la semaine de la mobilité, si on parle mobilité, de la semaine de réduction des déchets aussi. Ne pas hésiter, il y a le World Cleaning Day, etc., pour communiquer et être multicanal. C'est-à-dire on va faire de l'affichage, on va faire de l'événementiel, on va faire de l'intranet, on va faire de la vidéo éventuellement, mais c'est vraiment amener des messages, répéter les messages et utiliser le reporting dans les messages. C'est-à-dire dire aux collaborateurs, grâce à vos efforts, on a économisé tant, on a consommé tant, pour qu'ils puissent comprendre que les efforts qu'on leur demande servent à quelque chose. Et enfin, au niveau du recyclage, bien évidemment, pour que le recyclage soit bien fait, il faut qu'il y ait des bons équipements aux bons endroits. Donc vous allez être soit de l'école poste de travail, on va mettre une poubelle ou une corbeille à chaque poste de travail, soit l'école point d'apport volontaire. Les collecteurs vous diront que la consommation diminue un petit peu avec des points d'apport volontaires, donc on aurait tendance à favoriser les points d'apport volontaires.
Après, ça, c'est en fonction de la culture de l'entreprise. Vous allez choisir ça selon vos propres desiderata. De la com interne, toujours, de la com sur les équipements, pour bien identifier les différentes corbeilles, et puis de la com autour, comme pour la consommation. Et enfin, choisir un collecteur spécialisé, parce que vous allez avoir un reporting au kilo près, qui va vous... Alors, il y a Cèdre, mais il y en a d'autres, il y a des joyeux recycleurs, enfin voilà, vous allez en trouver plein aujourd'hui ici. Profitez-en, mais un collecteur spécialisé qui vous fait un reporting et qui vous permet de vérifier que les actions que vous mettez en place ont un véritable effet sur les quantités qui sont traitées. Pour vous aider à choisir votre papier et vous y retrouver dans ce qu'on appelle, nous, chez Riposte Verte, la jungle des labels, on a créé justement une classification. Donc cette classification, elle nous sert pour faire notre étude de la gestion du papier dans les grandes entreprises, donc le baromètre PAP 50. Elle est disponible en ligne. Vous voyez qu'on a donc catégorisé les papiers non responsables, donc qui ne sont ni recyclés ni issus de forêts gérées durablement. Ensuite, vous allez avoir un papier à responsabilité partielle, soit avec un logo FSC, PEFC, donc ça qui va vous assurer du sourcing, donc de la provenance des fibres qui sont utilisées. Vous pouvez ajouter à ça un écolabel européen ou le signe nordique, donc ça va être sur la fabrication du papier. Donc là, vous êtes sûr que vous avez un papier où il y a des efforts qui sont faits aussi bien sur le sourcing que sur la fabrication. Et puis, les papiers à responsabilité complète vont être ajoutés soit un logo et donc une certification, une reconnaissance Origine France. C'est typiquement le cas pour le papier Ray, parce que le papier est fabriqué majoritairement en France, donc circuit court. On diminue les impacts, notamment carbone. Soit un papier recyclé avec un écolabel ou le Nordic Swan sur la fabrication, ou l'Ange Bleu qui, lui, va vous justifier et du sourcing des fibres et de la fabrication. Est-ce que vous avez des questions? Ça m'étonne, ça. Alors, on avance. Donc, comme vous l'a expliqué Cyril, les papiers Ray, donc, qui sont produits dans notre usine de Saya sont certifiés Origine France Garantie, certifiés PEFC, FSC, Ecolabel. La certification Origine France Garantie, c'est une certification qui est importante parce qu'elle, en fait, c'est la preuve, on va dire, de notre engagement et de tout ce qu'on vient de vous expliquer, que ce soit par rapport au circuit court et à la traçabilité. Donc c'est vraiment ce qui vient compléter, on va dire, l'offre que vous trouverez sur le marché standard. L'Origine France Garantie, c'est la garantie que le papier que vous achetez vient de Saya, en fait. Clairement, sur le marché français, c'est ça. Donc, en termes d'offres, on a de la bobine, on a du format, mais on a surtout des ramettes. Et on a tous les types de ramettes en termes de qualité, que ce soit on a une palette de grammage, on a du papier blanc, du papier couleur, on a du papier pour du gros volume, du papier pour des impressions de grande qualité. Donc voilà, on propose à peu près tous les types de qualité et vous pouvez les trouver en France chez quasiment tous les distributeurs, que ce soit des fournituristes de bureaux, des revendeurs, des spécialisés dans le papier, de la grande distribution. Si vous recherchez ces produits, n'hésitez pas, nous sommes sur le stand PL26 et on sera ravis de vous aider et vous orienter si vous avez aussi des questions sur les caractéristiques des produits que nous avons. Oui, monsieur. Vous facturez pour aucun distributeur? Pardon? Vous fabriquez, pour aucun distributeur? Alors si, on fabrique de la marque de distributeur. Maintenant, comme vous le savez peut-être, un distributeur peut choisir de s'approvisionner de plusieurs sources. Donc, vous n'aurez pas la garantie que ça vienne de Saya. En fait, le seul moyen pour vous d'avoir la garantie que ça vienne de Saya, il faut prendre la marque Ray. Voilà. Je vais vite puisque le temps passe. Oui, et d'ailleurs, comme il ne reste pas longtemps, moi aussi, je vais passer pour conclure sur les bénéfices sociétaux. Donc, les avantages de mettre en place une politique papier responsable vont vous apporter plusieurs types de bénéfices, notamment réglementaires, puisque vous allez respecter la hiérarchie de gestion des déchets. Vous allez bénéficier aussi de bonus sur le barème éco-différencié de Citeo, si vous êtes concerné. Vous allez avoir des bénéfices économiques, puisque si vous consommez moins de papier, si vous faites moins d'impression et si vous faites mieux collecter vos papiers, ça va vous coûter moins cher. Typiquement, quand je vous parle de collecteurs spécialisés, c'est bon pour le reporting, c'est bon aussi pour le coût.
Si vous passez sur, alors je ne vais pas les citer, mais sur des grandes entreprises de recyclage qui font un petit peu tout et sur un collecteur spécialisé, vous allez avoir, enfin vous pouvez en tout cas avoir, moi je l'ai vu avec des clients, 30, 40 ou 50% d'économie sur le coût du recyclage de vos déchets. Donc il ne faut pas hésiter à travailler avec eux. Pour info, le ministère de l'Environnement et du Développement durable avait fait une étude des coûts du recyclage du papier versus l'enfouissement ou l'incinération, et on avait un bénéfice de 200 à 400 euros par tonne de papier recyclé, plutôt que de l'enfouir ou de l'incinérer. Donc ça peut aussi favoriser le geste du recyclage. On a bien évidemment des bénéfices environnementaux, avec une économie de ressources, d'énergie, de pollution et de déchets. Des bénéfices sociaux, que ce soit internes à la filière ou, comme je le disais tout à l'heure, sur les populations qui vivent dans les forêts. Et puis bien évidemment, pour les entreprises, c'est important, n'importe quelle organisation, des bénéfices d'image, de marketing, donc l'image de marque. Et du coup, vous allez pouvoir exploiter ça auprès de vos parties prenantes internes, de vos parties prenantes externes. Et bien évidemment, sur le support, lorsque vous utilisez un papier, ça on le voit encore malheureusement dans beaucoup d'entreprises, qui peuvent utiliser un papier responsable, mais qui ne le valorisent pas forcément. Quand vous allez avoir du papier de gestion ou du papier de communication, il faut écrire dessus, il ne faut pas hésiter à mettre les logos, à dire que le papier est responsable, éventuellement le bilan carbone, parce que ça permet de favoriser aussi la prise de conscience. Est-ce que vous avez des questions, des remarques pour finir? Non? Ok. Super. Alors, pardon? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, déjà, si vous demandez la certification, avoir un papier Origine France garantie, vous êtes sûr d'avoir un papier de chez nous, parce qu'on est les seuls à avoir cette certification. Et aussi, les dénominations des produits sont différents. Donc après, si vous voulez, on peut discuter juste après, parce que là, je pense qu'on est just on time. mais on peut échanger sur ce point si vous le désirez. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez effectivement le stand Forest Service en PL. PL26, International Paper. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger, vous pouvez passer les voir. Ils vous recevront avec plaisir. Merci beaucoup et bonne journée, bon salon. Merci. C'est gentil. Merci.